Donc, Michael et moi, on va alterner sur la présentation et dans le fond, pour la présentation en soi, je vais également désactiver ma caméra puisque je vais partager, dans le fond, l'écran comme vous voyez déjà, donc la présentation PowerPoint. Donc, merci beaucoup. Donc, Donc, l'article, donc juste un petit peu plus de détails donc au sujet de nous. Donc, comme Daniel le mentionnait, donc je suis professeur en actuariat au département de mathématiques à l'UQAM. Donc, je m'intéresse à plusieurs enjeux. Les enjeux liés à la modélisation du risque de catastrophe naturelle, l'assurance inondation au Québec et au Canada. Donc, c'est un peu ce qui va, dans le fond, être notre motivation aujourd'hui pour cet article. Donc, je m'intéresse également aux impacts financiers des changements climatiques sur l'assurance et la réassurance des aléas climatiques, donc les inondations et les cyclones tropicaux principalement, ainsi que les enjeux liés au partage des risques financiers. Donc, comme Daniel l'a mentionné, donc je suis membre du réseau Risque, donc je m'occupe avec l'équipe de direction de l'Axe 3, donc sur l'ensemble des impacts. Moi, je regarde davantage les impacts financiers, économiques. Je suis également membre du Centre ESCAR, qui est le Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale. Je suis également membre de Contact et du GERAD. Oui, de mon côté, je suis professeur agrégé là, de finance à la FSAU Laval à Québec. J'ai fait ma thèse et plusieurs papiers de recherche là, qui sont vraiment liés à l'impact de la dimension spatiale sur les questions financières. Au tout début, qu'est-ce qui m'intéressait en utilisant des catastrophes naturelles, c'était de les utiliser comme étant des chocs exogènes. Ça minimisait les problèmes d'endogénité, ça clarifiait la direction de causalité. Mais au fur et à mesure que je discutais avec des arbitres ou d'autres chercheurs, je me suis rendu compte que directement posé comme question de recherche, l'impact des catastrophes naturelles et des inondations devenait intéressant à leurs yeux. Donc, j'ai des travaux sur l'impact des catastrophes sur le rendement, la volatilité des actions, sur l'impact que ça peut avoir sur le coût du financement pour les municipalités, sur les caractéristiques un petit peu plus psychologiques telles que l'aversion au risque est très utilisée dans les études économiques, ou encore évidemment l'impact des catastrophes et des inondations sur la valeur des propriétés résidentielles. Donc, tout ce qui touche au marché immobilier. De façon plus générale, j'ai beaucoup d'intérêt pour les études qui portent sur le choix de financement et d'investissement des entreprises et qui tentent d'expliquer l'impact que peuvent avoir ces catastrophes-là sur les choix que posent les dirigeants des entreprises et tous les marchés qui ont une dimension spatiale, que ce soit l'immobilier, les obligations municipales, les finances municipales, eh bien, c'est quelque chose qui est d'intérêt pour moi. Tout comme Mathieu, je suis membre du risque. Je suis responsable de la dimension numéro 5, basée sur l'économie et la politique. Et à cet effet-là, si jamais certains d'entre vous ont des questions par rapport aux impacts économiques que peuvent avoir les inondations, ça va me faire plaisir de vous éclairer en vous envoyant quelques articles de littérature ou en faisant un petit résumé là, sur le sujet qui vous intéresse. Merci beaucoup, Michael. Donc, un petit peu plus au sujet du manuscrit, donc au sujet de l'article, où est-ce qu'on peut le retrouver? Donc, en plus de la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez accéder donc au manuscrit complet sur Archipel, donc qui est le site de dépôt institutionnel de l'UQAM. Donc, c'est le document 13 310. Donc, l'article est présentement en révision dans une revue scientifique. Puis, dans le fond, il y a également un petit résumé, un condensé, donc qu'on a publié dans le fond, sur le site web La Conversation, donc qui est dans le fond, un site web où les professeurs d'université peuvent justement, par exemple, résumer certaines de leurs recherches quand justement c'est dans un contexte d'actualité, donc d'où la publication qui était sortie au mois d'avril. Donc, le plan de match aujourd'hui. Donc, on va donc avant de commencer à parler directement de la limite à vie, donc on va faire une peut-être plus grande mise en contexte au sujet du partage des risques financiers au Québec et au Canada. Donc, quand on parle des inondations, plus particulièrement pour, dans le fond, pour les individus, pour les sinistrés, les citoyens. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail le programme québécois d'aide financière aux sinistrés, mais surtout plus pour se concentrer sur un aspect important qui a été introduit en avril 2019, donc la limite à vie sur les inondations successives. Donc, dans le fond, le point 3 de l'agenda, c'est directement en lien avec l'article en soi. Puis, au point 4, on va regarder, dans le fond de la dernière partie, on va regarder l'avenir du partage des risques financiers
au pays. Donc, où est-ce qu'on en est en termes de discussion et de décision. Donc, ça pourrait peut-être même nous amener vers une discussion, justement, donc à la fin de la présentation. Donc, le partage des risques financiers, en gros, ce que ça signifie, c'est définir légalement qui paie pourquoi. OK? Donc, en fait, c'est un schéma, une espèce de contrat social qui assume les risques financiers entre différents acteurs. Là, ici, dans le fond, il y en a plusieurs acteurs comme tels. Il y en manque probablement à cette liste, mais ici, c'est les principaux acteurs dans le partage des risques financiers. Donc, on parle des citoyens, donc monsieur et madame tout le monde. On assume quand même une partie des risques financiers liés aux catastrophes naturelles. On parle des gouvernements ici, donc fédéral et chacun des provinces. Donc, même chose, il peut y avoir un partage également donc avec les États, par exemple aux États-Unis. Donc, citoyens, gouvernement, municipalités et également l'industrie des services financiers. Donc, on parle des banques, des compagnies d'assurance et de réassurance. Donc, les compagnies de réassurance, on les connaît peut-être moins, mais ils sont des acteurs excessivement importants dans le partage des risques financiers. Donc, c'est le genre, donc on retrouve ce genre de schéma-là pour justement le partage des risques financiers, souvent liés aux catastrophes naturelles. Donc, il n'y a rarement qu'un seul acteur unique qui s'occupe, qui assume le risque. Donc, c'est souvent partagé entre différents acteurs. Donc, au Canada, comment fonctionne le partage des risques financiers liés aux inondations? Donc, premièrement, on va se concentrer principalement sur les propriétés privées. Donc, par exemple, les maisons unifamiliales ou, par exemple, des complexes justement avec peut-être peu de logements. Donc, vraiment, juste pour pouvoir simplifier la discussion. Là. Donc, en fait, il y a aussi, dans le fond, il y a d'autres règles, il y a d'autres types de contrats aussi pour des propriétés plus complexes, des blocs de condominium, par exemple, etc. Mais pour cette discussion-là, donc, on va se concentrer sur les propriétés individuelles, les maisons. Donc, avant 2013 et après 2013, en fait, donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, avant 2013, tout ce qui est débordement de cours d'eau, il n'y avait absolument aucune protection d'assurance privée disponible au Canada. Donc, à moins d'avoir une police tout risque, là, donc généralement, dans la police d'assurance habitation de base, c'est un risque qui était exclu. Okay? Donc, en termes de dégâts d'eau, donc qui provient de l'extérieur de la propriété, donc le refoulement d'égouts, c'était une protection qui était disponible, mais ça demeure une protection additionnelle, ce qu'on appelle un avenant dans le langage de l'assurance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est suite aux inondations de Calgary, donc de 2013, le gouvernement fédéral a essentiellement demandé à l'industrie de l'assurance de davantage s'impliquer dans le partage des risques financiers au Canada, de sorte qu'après 2013, il y a eu une introduction graduelle d'une protection contre les débordements de cours d'eau. Donc, cette protection-là, elle est toujours facultative. Donc, même aujourd'hui, en 2020, cette protection-là, elle est facultative. Donc, ce que ça implique, c'est que si vous avez un contrat d'assurance habitation conventionnel, les débordements de cours d'eau ne sont pas couverts dans la police. Donc, il faut souscrire à cet avenant, donc cette protection facultative. Donc, aujourd'hui, dans le marché, donc, il existe rarement deux protections séparées, donc refoulement d'égouts et débordement de cours d'eau. En fait, ça va être une protection qui est combinée. Donc, on va combiner ce qui est refoulement d'égouts et débordement de cours d'eau dans le même avenant. Donc, présentement, là, c'est des chiffres qui datent peut-être d'environ 2018-2019. Il y a 80% des assureurs qui offrent la protection justement combinée pour l'eau, donc Water Comprehensive, donc selon le volume de primes, ce qui fait que c'est généralement les plus gros assureurs qui l'offrent. Et présentement, dans le marché, environ 30 à 40% des gens qui ont souscrit à cette protection facultative. La plupart du temps, c'est qu'ils avaient le refoulement d'égout comme protection. Le débordement de cours d'eau s'est ajouté à leur protection. Okay? Ceci dit, ce qui est important, c'est que cette fameuse assurance inondation pour les débordements de cours d'eau, donc dans le fond, la protection complète pour l'eau, ce n'est pas nécessairement offert pour tout le monde. Okay? Donc, généralement, dans les zones inondables 0-20 ans, l'assurance n'est pas disponible, peu disponible, ou bien carrément, il y a des limites qui sont importantes sur la couverture, ou bien des déductibles qui sont très importants aussi. Okay? Donc, généralement, l'assurance n'est pas disponible dans ces zones-là.
Donc, pour les zones inondables 0-20 ans, ce qui fait que, dans le fond, si on est victime d'une inondation puis qu'on est situé dans cette zone-là, c'est généralement le programme d'aide financière de chacune des provinces qui va venir aider les sinistrés. Okay? Par la suite, comment ça fonctionne? C'est quand justement l'inondation devient trop importante, là ensuite, c'est le gouvernement fédéral qui va venir soutenir les provinces via ce qu'on appelle les accords d'aide financière en cas de catastrophe. Donc, c'est important pour ceux qui sont dans les zones vraiment les plus risquées en termes d'inondation. C'est le gouvernement provincial qui vient indemniser directement les sinistrés, alors que le fédéral va venir indemniser les provinces. Donc, les sinistrés n'ont pas à cogner à la porte du fédéral. C'est vraiment un système par étage ici. Là. Donc, pour un sinistré, tout d'abord, soit à gauche, si on est couvert par une police d'assurance, donc, on va se tourner vers la compagnie d'assurance. Sinon, si on est dans une zone qui est dans laquelle le produit n'est pas disponible, donc on se tourne vers le programme d'aide provincial. Puis ensuite, la deuxième couche qu'on voit dans le bas, donc compagnie de réassurance ou les AFCC, en fait, font encore partie du mécanisme de transfert de risque. Donc ici, c'est le fédéral, c'est Sécurité publique Canada qui va venir indemniser les provinces. Donc, il y a une formule de partage des coûts qui est vraiment établie, qui est fixée, qu'on peut retrouver aussi publiquement sur Internet, mais essentiellement, ça dépend, par exemple, du montant total des coûts qui sont admissibles. Puis, dans le fond, tout ça est ramené en fonction du nombre d'habitants dans la province. Okay? Fait que, dans le fond, l'île du Prince-Édouard n'aura clairement pas assumé le même nombre de millions de dollars de réclamation que, par exemple, le Québec. Mais la formule de partage des coûts, justement, tient compte du nombre d'habitants qu'il y a dans une province. Puis, dans le fond, ce qui fait en sorte que plus l'inondation est importante par habitant, alors Sécurité publique Canada, donc le fédéral, va assumer une plus grande part des inondations. Donc, ce qui fait que, par exemple, en 2017, là où l'industrie de l'assurance était peu ou pas présente, donc ça avait coûté peut-être environ 400 millions de dollars au gouvernement provincial. Les inondations, peut-être même un petit peu davantage. Donc, il y a environ 300 millions de dollars là-dessus que le gouvernement fédéral est venu indemniser au gouvernement du Québec. Donc, en 2019, on parle d'environ aussi 400 millions, mais ça a été environ 200 millions pour l'industrie de l'assurance, puis 200 millions pour le gouvernement provincial, donc le ministère de la Sécurité publique du Québec. Puis de ce 200 millions, on s'attendrait à ce qu'il y ait une partie qui soit également assumée par le fédéral. Donc, Michael va poursuivre maintenant avec le programme d'aide particulier du Québec. Oui, merci Mathieu. Et tu me diras d'ailleurs si je prends trop de temps sur certaines acétates. Au Québec, en fait, il y a vraiment le programme général d'indemnisation et d'aide pour les sinistrés de sinistres réels ou imminents qui est géré par le ministère de la Sécurité publique. Ce programme d'aide-là concerne l'ensemble des sinistres pour lesquels le gouvernement offre une indemnité. Donc, ça tient compte des inondations, de l'érosion des berges, des glissements de terrain, des tremblements de terre, etc. C'est un programme qui prévoit des aides pour les municipalités, les organismes, pour les entreprises ou les propriétaires de bâtiments locatifs. Mais pour ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment la partie de l'aide attribuée aux propriétaires des résidences principales sur laquelle on va axer. Mathieu, on pourrait passer à l'acétate suivante. Merci. Donc, ce programme d'aide-là, géré par le ministère de la Sécurité publique, offre différentes mesures qui permettent aux sinistrés ou aux personnes qui sont à risque de sinistre d'obtenir un certain dédommagement financier. En gestion des risques, souvent, on va distinguer qu'est-ce qui est des mesures de contrôle, donc des mesures qui vont permettre de réduire soit la sévérité ou la fréquence de l'inondation de façon ex-ante. Donc, le ministère, à cet effet-là, via le programme d'aide, va offrir une certaine indemnisation pour des mesures de contrôle, comme par exemple la construction de digues, le placardage des ouvertures. Et de l'autre côté, il y a des mesures de financement qui sont plus ex-post. Donc, une fois qu'il y a eu une catastrophe, il y a une certaine indemnisation qui va permettre, entre autres, d'indemniser les sinistrés pour certains frais temporaires liés à l'hébergement ou à l'entreposage, pour indemniser pour des travaux urgents qui ont dû être faits, le nettoyage, s'assurer que la maison soit salubre, pour racheter des biens meubles essentiels qui ont été endommagés.
et de façon vraiment plus appliquée avec ce qu'on veut vous parler aujourd'hui. Une troisième mesure de financement, c'est vraiment l'indemnisation liée à la réparation des dommages, donc la reconstruction des propriétés. Et à cet effet-là, le programme prévoit présentement d'offrir jusqu'à 200 000 $ aux propriétaires pour les indemniser en lien avec la reconstruction. En fait, les sinistrés peuvent recevoir jusqu'à 90 % des coûts encourus pour la reconstruction, jusqu'au maximum soit de 200 000 $ ou à la valeur de reconstruction de la propriété qui est déterminée par un évaluateur qui va faire une évaluation de la propriété selon la méthode du coût. Petit historique très, très rapide par rapport au programme d'aide financière provinciale. En fait, les montants ont évidemment progressé avec le temps, étant donné que la valeur de l'argent et les coûts de reconstruction évoluent dans le temps. En 2003, on parlait d'un maximum de 100 000 $. En 2011, un maximum de 150 000 $. Depuis 2018, le maximum est de 200 000 $. Maintenant, qu'est-ce qui est de particulier? C'est qu'est-ce qui s'est ajouté en 2019. Donc, si on recule dans le temps, en 2003, il n'y avait aucune mention à l'intérieur du programme d'aide concernant les inondations successives. Donc, il y avait une allocation qui était offerte pour aider les propriétaires à se reconstruire. Il y avait des options pour immuniser la propriété, pour déplacer la propriété, ou des options d'obtenir une allocation de départ pour ceux qui voulaient vraiment réduire le risque. En 2011, on a vu s'ajouter une section liée au sinistre antérieur. Donc, à partir de 2011, pour les propriétaires d'une propriété qui était vraiment en risque imminent de sinistre, eh bien, si ces propriétaires-là, après un premier sinistre, ne faisaient pas de travaux d'immunisation ou encore de déplacement de la propriété, ils ne pouvaient pas bénéficier une deuxième fois d'une indemnisation via l'aide financière provinciale. Par contre, en 2019, le programme d'aide, la refonte du programme d'aide, a introduit une nouvelle section complètement dédiée aux inondations et une sous-section liée aux inondations successives. Et à l'intérieur de cette sous-section-là, eh bien, il y avait vraiment une limite par rapport à combien d'argent un propriétaire pouvait recevoir en indemnisation si les sinistres se répétaient dans le temps. Donc, en avril 2019, il y a un certain compteur qui a été mis à zéro du côté des inondations, des indemnisations pour les inondations. Premier sinistre, on a la réparation jusqu'à 200 000 $ ou encore le choix d'immuniser, de relocaliser ou de recevoir une allocation de départ. Si on ne prend pas d'allocation de départ, si on ne relocalise pas la propriété ou si on n'immunise pas la propriété, à ce moment-là, dans les sinistres subséquents, il y a une limite à vie d'au maximum de 100 000 $ qui commence à compter. Et cette limite-là de 100 000 $ fait en sorte que les choix, les inondations futures vont avoir un impact direct sur le choix que le propriétaire peut faire en termes de reconstruction ou de relocalisation ou de départ. Donc, en lien avec ce changement-là qui est arrivé en 2019, nous, on s'est interrogé, Mathieu et moi, sur comment est-ce que ce changement-là va affecter la santé financière des ménages qui ont une propriété à risque d'inondation. Parce qu'il faut bien comprendre que ce choix-là d'introduire une limite à vie sur les indemnisations pour les sinistres successifs entraîne un transfert de risque très évident. C'est-à-dire que plus de risques est supporté maintenant par les particuliers. Le gouvernement se déhausse les épaules d'une certaine partie de ces risques-là. Et ce transfert de risque-là a une incidence sur les finances des ménages et de facto, on peut penser que ça peut avoir une incidence aussi sur les marchés immobiliers au sens large et de façon peut-être un peu plus élargie sur le risque que supportent les banques et les autres institutions financières dans le marché des prêts hypothécaires. Donc, pour investiguer ces questions-là, on a mis sur pied une simulation pour déterminer quels sont les effets d'une limite à vie. Et dans le cadre de notre processus de simulation, évidemment, on a dû poser plusieurs hypothèses. Donc, on a une simulation qui prend pour effet ou qui prend pour acquis qu'on a un nouveau sinistré de 2019 qui a été compensé une première fois par le programme d'aide. Donc, à partir du temps zéro de notre simulation, on a quelqu'un pour lequel la limite à vie de 100 000 $ va s'appliquer dans le futur. Donc, c'est un résident qui possède sa propriété et qui ne s'est pas prévalu des options d'immunisation ou de relocalisation. Dans nos simulations de base, on a fixé la valeur du bâtiment que le propriétaire possède à 250 000 $. Il faut comprendre que pour simplifier les simulations, on n'a pas considéré du tout la valeur des terrains. Maintenant, comme je viens de le dire, les inondations futures, étant donné que la limite à vie devient effective, eh bien, ces inondations futures-là et l'indemnisation qui va en découler a un impact sur les choix qui peuvent être faits.
Donc, c'est nécessaire d'évaluer le risque non pas sur une seule période, mais sur un horizon relativement long. Pour les fins de notre simulation, on a choisi une période de 25 ans qui correspond grosso modo à la période sur laquelle l'hypothèque des propriétés est amortie. Et on va avoir besoin de quelques métriques clés. La métrique la plus importante qu'on va utiliser, le concept le plus important qu'on va utiliser dans le cadre de notre processus de simulation, c'est celui de période de récurrence. Donc, on va utiliser la période de récurrence à deux fins. Premièrement, notre période de récurrence va définir le risque actuel lié à la localisation de la maison. En fait, ça va être notre indicateur de dans quelle zone inondable se situe la propriété. C'est quelque chose qui va demeurer statique. Donc, pour une propriété donnée, au temps zéro, si elle est dans une zone 2 ans ou une zone inondable 10 ans, 20 ans ou 100 ans, eh bien, ce niveau-là de zone inondable va rester le même tout au long de notre simulation, tout au long des 25 ans. Donc, c'est un de nos intrants importants de notre simulation. Par contre, la période de récurrence va revenir une deuxième fois à l'intérieur du contexte de simulation. Ça va être aussi notre indicateur de l'intensité de chaque événement d'inondation. À chaque année, sur les 25 ans que dure la simulation, on va tirer aléatoirement un nombre qui va nous donner une indication d'à quel niveau se situe notre inondation. Donc, quelle est la période de récurrence atteinte par la montée des eaux durant une année donnée. OK. Donc, on a vraiment une approche de simulation. Pour chaque maison qui est liée avec une période de récurrence, avec une zone de risque donnée, eh bien, on va tirer 100 000 trajectoires différentes pour déterminer 100 000 choix d'inondation possibles tout au long des 25 ans. Et on va vraiment avoir un processus basé sur les sciences actuarielles. Donc, une approche très actuarielle où est-ce qu'on utilise la fréquence et l'intensité avec un modèle multipériodique. En termes d'occurrence, comme je le disais, on va avoir un tirage aléatoire à chaque année pour déterminer l'intensité de l'inondation. Et on va comparer en grosso modo à quel point est-ce que notre chiffre qu'on obtient dans notre tirage aléatoire, eh bien, on va l'associer à une période de récurrence et on va le comparer avec la zone inondable qui est en fond un témoin de la hauteur de la propriété. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un indicateur qui varie annuellement de la hauteur de submersion qui est atteinte et on le compare avec la hauteur relative de la propriété. Et si la hauteur de submersion est supérieure à la hauteur relative de la propriété, eh bien là, on a une inondation qui cause des dommages. Et plus la hauteur de submersion est importante par rapport à la hauteur relative de la propriété, eh bien à ce moment-là, plus l'intensité de l'inondation est importante et plus les dommages vont être importants. En termes de dommages, on a identifié deux types de propriétés. Une propriété qui est à haut risque d'inondation, donc qui est hautement exposée aux inondations, et une qui a, dans le fond une exposition plutôt faible. On peut imaginer que ces deux propriétés-là, ces deux maisons différentes, et c'est les deux maisons qui vont demeurer identiques. On va transposer d'un terrain à l'autre qui est situé sur des zones inondables de hauteur différente. Donc, la première maison, celle qui est à haut risque d'inondation, on peut penser par exemple qu'elle a une hauteur de premier plancher très basse, ce qui fait en sorte que dès qu'il y a une certaine submersion du sol, eh bien, la maison est affectée de façon très importante parce que les dommages atteignent tout de suite le premier plancher. Alors que dans le deuxième cas, pour une propriété qui va être à plus faible exposition aux inondations, on peut penser à une maison avec une hauteur de premier plancher qui est plus élevée, donc l'inondation va d'abord affecter le sous-sol, avant évidemment que si l'hauteur de submersion augmente, bien, peu à peu, on va se rapprocher du premier plancher jusqu'à ce qu'on atteigne le premier plancher. Donc, on va avoir deux matrices de dommages où est-ce qu'on voit qu'il y a un certain saut à l'intérieur de la courbe des dommages. Donc, comment lire les tableaux qui sont à l'écran présentement? C'est que chaque ligne correspond à un niveau de risque exempté, donc à une zone inondable pour une propriété donnée. Le tableau du haut, c'est les propriétés qui sont à faible risque d'inondation. Donc, pour une propriété, par exemple, dans une zone inondable 10 ans, la ligne du bas, on voit très bien que si la hauteur de submersion, qui correspond à une période de récurrence de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, bref, aux colonnes du tableau, est faible. Bien, si on a une hauteur de submersion qui correspond à une inondation 2 ans, bien, une propriété qui est dans une zone inondable 10 ans ne sera pas du tout affectée par cet événement climatique-là. Par contre, à partir du moment où est-ce que la hauteur atteinte par les eaux dans une année donnée correspond à une période de récurrence 10 ans
eh bien là, la propriété commence à subir des dommages. On voit que les dommages sont progressifs plus que la hauteur des eaux, plus que la colonne, on augmente dans la période de récurrence. Et il y a un certain point, par exemple, dans la ligne pour la zone inondable 10 ans, si on a une inondation qui atteint une période de récurrence de 250 ans, eh bien, implicitement, à ce moment-là, on a une inondation qui a atteint le premier plancher, une hauteur de submersion qui a fait en sorte que le premier plancher de la propriété a été affecté. Donc, on voit que les dommages exprimés en pourcentage de la valeur de la propriété passent, par exemple, de 25 pour une inondation liée à une période de récurrence 100 ans à 60 pour une période de récurrence de 250 ans. Nous, ici, des petits bémols, on n'a pas du tout modélisé la durée de la submersion et on sait que dans la littérature, c'est bien mentionné que c'est quand même une donnée qui est importante. Et aussi, on s'est attardé seulement aux dommages directs. Donc, on est tout à fait conscient que les inondations entraînent plusieurs dommages indirects, que ce soit une surcharge sur les réseaux de santé, que ce soit évidemment la santé psychologique des sinistrés eux-mêmes, qui peut entraîner des pertes de productivité et qui pourraient être aussi modélisées. Nous, on s'est attardé aux dommages directs en lien avec le programme d'indemnisation provinciale qui aussi indemnise pour les dommages qui sont observables et directs aux propriétés. Petite chose qui n'est pas à l'acétate ici, c'est la dynamique entre inondation et les valeurs immobilières. Et je dois vous avouer que Mathieu et moi, on a eu de nombreuses discussions à l'interne à savoir est-ce qu'on devrait modéliser de façon un peu plus précise le lien que peut entraîner une inondation sur la valeur des propriétés. Et en fait, le hic, c'est que la littérature sur le sujet n'est pas très concluante jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que les estimés, à savoir si le fait de subir une inondation dans une région donnée affecte les valeurs immobilières, varient grosso modo entre 0 et moins 40 %. Et ça dépend avant tout de l'aspect temporel sur lequel l'étude a été faite et aussi de la possibilité pour les sinistrés d'obtenir des indemnités de la part des compagnies d'assurance ou de la part de gouvernements. De façon générale, qu'est-ce qu'on observe dans la littérature? C'est vraiment une dynamique où est-ce que les inondations ont un impact négatif sur la valeur des propriétés, mais seulement sur le court terme. Et l'argument qui est souvent mis de l'avant pour expliquer l'aspect uniquement court terme, c'est une composante d'amnésie et de myopie. Donc, les propriétaires semblent ne pas percevoir à plus long terme le risque qui pèse sur eux et semblent oublier à travers le temps les inondations ou les autres catastrophes naturelles qui ont eu un impact sur la valeur de leur propriété. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'on en retire de la littérature? C'est qu'une fois que la propriété a été reconstruite et qu'un certain nombre d'années, entre 3 et 5 ans, s'est écoulé depuis la dernière inondation, les propriétés n'ont pas perdu de valeur. Donc, dans le cadre de nos simulations, on prend pour acquis que l'inondation en tant que telle ne va pas affecter négativement la valeur de la propriété, au sens où est-ce qu'une fois qu'elle est reconstruite, eh bien, la propriété pourrait être transigée sur les marchés sans nécessairement avoir subi de pertes. Alors, je vais repasser la parole à Mathieu qui va nous présenter les résultats de notre exercice de simulation. Oui. Donc, en fait, je pense que c'est aussi important d'ajouter que, dans le fond, c'est un cadre théorique. Là, donc, dans le fond, à chaque inondation, on répare, dans le fond, on répare ou on reconstruit. C'est vraiment juste pour avoir une idée essentiellement du type de coût auquel on peut faire face sur un horizon de 25 ans. Donc, à partir d'un cadre aussi général, c'est facile de le particulariser, de faire des petites modifications ou d'ajouter, par exemple, différentes options là, dans l'évaluation des coûts. Donc, c'est vraiment juste, comme je disais, pour avoir une idée donc au total là, du nombre dans le fond, des dommages auxquels on pourrait faire face là, sur une très, très longue période. Donc, premier élément qu'on voulait mettre en lumière, donc c'est pas quelque chose de hyper compliqué, mais c'est vraiment juste pour pouvoir regarder le fait que même si on est dans une zone, dans le fond, de récurrence 20 ans, il y a, somme toute, une probabilité qui est quand même très élevée de subir au moins une inondation sur un horizon de 25 ans. En fait, il n'y a qu'une probabilité de, grosso modo, 28 % ici, d'avoir aucune inondation sur 25 ans. Donc, dans le fond, 100 % moins 27. Donc, on parle environ 73 % de probabilité qu'il y ait au moins une inondation sur 25 ans. Il y en a même pour 23 % des chances d'avoir 2 inondations sur 25 ans quand on est dans une zone inondable 20 ans. Ceci dit, justement, quand on regarde sur un horizon de 25 ans, ben on fait juste répéter l'expérience aléatoire à chaque période, à chaque année. Et même si on est dans une zone 1000 ans,
en termes de zone inondable, mais il y a quand même une probabilité d'environ 2,5 % d'être victime d'au moins une inondation sur un horizon de 25 ans. Donc, assez rapidement, les coûts peuvent s'accumuler, puis on peut facilement s'imaginer qu'on sont dans une zone inondable de 10 ans ou 2 ans, à quel point les coûts peuvent s'accumuler rapidement. Okay? Donc, ici, à la CETAD 19, donc, il y a plusieurs statistiques ici qu'on a calculées pour avoir une idée, en fait, des coûts totaux anticipés. Encore une fois, là, dans un cadre au moins où dans le fond, comme je dis, on répare à chaque fois ou on reconstruit à chaque fois. Donc, vraiment juste avoir une idée à quel point ça peut monter rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je vais sortir mon outil d'annotation. Donc, on a une première partie du tableau qui est, dans le fond, le premier type de propriété que Michael a décrit, donc qu'on appelait à faible exposition. Dans le fond, que l'eau rentre, commence à rentrer par le sous-sol et éventuellement atteint le premier plancher. Quand ça atteint le premier plancher, les coûts augmentent plus rapidement. Puis ici, une propriété qu'on avait appelée haute exposition. Donc, c'est exactement les mêmes calculs qu'on retrouve dans la partie du bas. Ensuite, on a plusieurs colonnes qui nous donnent ici les percentiles, donc de la distribution des coûts totaux. Donc, dans le fond, on simule les inondations à chaque année. Comme j'ai dit, on répare, on reconstruit, peut-être naïvement, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir justement l'ensemble des coûts auxquels on peut faire face sur 25 ans. Donc, c'est le dommage totaux sur 25 ans ici qu'on a analysé en termes de distribution. Puis ici, dans le fond, le 50e percentile, bien, ce que ça dit, c'est qu'il y a 50 % des chances qu'après 25 ans, les coûts soient de 37 500, donc soit inférieurs à 37 500 ou supérieurs à 37 500. Ensuite, par exemple, ici, à 250 000, ce que ça dit, c'est qu'il y a au moins 1 % des chances que les coûts soient supérieurs à 250 000 quand on les accumule sur 25 ans. Okay? Donc, ça, c'est pour une zone inondable 0-20 ans. Évidemment, les coûts sont beaucoup plus importants si dans le fond, si la zone inondable est plus risquée et ces coûts-là sont évidemment plus faibles quand on est dans une zone moins à risque. Donc, ça, c'est pour la propriété à faible exposition. Pour la propriété à plus grande exposition, bien évidemment, l'eau atteint assez rapidement le 40 ou 50 % de coût, donc sans trop de surprise. Donc, on voit une augmentation importante de la distribution des coûts. Dans la colonne de droite, on a également calculé le dommage annuel moyen. Donc, dans le fond, sur les 25 années de la projection. Donc, on a regardé en gros à combien s'élèveraient les dommages annuels moyens. C'est quand même un élément important pour établir la prime d'assurance. Donc, c'est loin d'être évidemment c'est loin d'être la prime d'assurance qui est affichée. Dans le fond, elle va être plus élevée que ça. Mais c'est un élément qui est quand même important. Puis on voit qu'assez rapidement, donc les dommages annuels moyens, si on tourne autour de 2 000 $ pour une zone inondable 20 ans. Donc, si on ajoute, dans le fond, les autres protections, un chargement de sécurité pour le risque que les actuaires doivent déterminer. Donc, assez facilement, ça peut grimper cette prime annuelle. Et donc, ici, c'est vraiment pour essayer de comprendre, en gros, là, donc, quel genre de coût on peut s'attendre sur 25 ans. La prochaine étape, maintenant, c'était de déterminer, dans le fond, cette fameuse limite à vie. OK? Donc, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a regardé l'évolution de l'accumulation des coûts à travers le temps pour pouvoir établir, dans le fond, la probabilité que cette fameuse limite soit franchie. OK? Donc, pour quelqu'un qui, par exemple, est dans une zone inondable 20 ans, donc dont la propriété est à faible exposition, donc je vais annoter de nouveau avec mon pointeur laser virtuel. Donc, pour quelqu'un qui est dans une zone 20 ans, si on fait ce processus-là, justement, donc à chaque inondation, on répare, on reconstruit, puis on accumule les coûts. Donc, sur la période de 25 ans, à quelque part dans la période de 25 ans. Donc, ça peut être après 10 ans, ça peut être après 15 ans. On ne le sait jamais. Cette question-là, elle est totalement aléatoire. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle surviennent, mais on sait que sur une très longue période de temps, en moyenne, elles surviennent une fois aux 20 ans. Donc, en faisant ce tirage-là sur un horizon d'une hypothèque, par exemple, bien, ce qu'on constate, c'est que dans le fond, la probabilité de 10 % de dépasser cette limite de 100 000 et qu'une fois que cette limite est franchie, et ça c'est important, une fois que cette limite est franchie, le sinistré devra sortir de ses poches pour la fin de l'horizon de 25 ans 72 000 $ en moyenne. Okay? Donc, ça peut être plus que 72 000, ça peut être moins que 72 000. Donc, l'idée, c'est que, par exemple,
Si ça prend une quinzaine d'années à franchir cette limite de 100 000 $-là, bien, sur les 10 ans supplémentaires qui restent entre 15 et 25, mais ça, c'est le montant d'argent qu'on devrait sortir de nos poches en moyenne en excès de 100 000. OK? Pour pouvoir compenser les sinistres, donc les sinistres futurs. Évidemment, sans trop de surprise, dans une propriété à haute exposition, bien, dans le fond, les coûts augmentent excessivement rapidement et ce qui fait en sorte que cette probabilité-là de franchir la limite de 100 000 bien, peut être d'un chiffre beaucoup plus important, donc de 72 %. Et comme j'ai dit, à partir du moment où cette limite est franchie, le risque est 100 % assumé par le sinistré. Et s'il veut, dans le fond, rester justement à cet endroit-là sans se prévaloir des autres options du programme d'aide, bien, il doit s'attendre quand même à sortir de sa poche au minimum, bien pas au minimum, en moyenne, 147 000 $. Okay? Donc, comme j'ai dit, ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. Donc, ce montant-là est évidemment plus élevé, tout simplement parce que la limite va être franchie beaucoup plus rapidement dans la période de 25 ans, ce qui fait que, dans le fond, si elle est franchie, mettons, disons, après 7 ans ou 8 ans, bien, il reste un horizon de temps qui est quand même beaucoup plus important pour couvrir les dommages en excès de la limite à vie. Puis, on s'est intéressé d'un point de vue de finances personnelles, si, par exemple, un ménage avait une hypothèque. Okay? Et là, dans le fond, évidemment, on utilise un ensemble d'hypothèses quand même plutôt de base, mais à partir justement, Michael et moi, on s'est posé énormément de questions. Bon, OK, quel genre de scénario on devrait regarder? Donc, quelle devrait être la valeur ou l'évolution de la valeur de la propriété dans le temps? Quelle devrait être, par exemple, l'évolution des coûts? En fait, on a fait vraiment quelque chose de simple. Okay? Donc, on s'est dit, par exemple, donc la propriété vaut 250 000. Initialement, on a une hypothèque de 250 000. Okay? Donc, on n'a pas tenu compte de la valeur du terrain initialement dans les dommages, mais supposons que ça fait partie du capital initial, ce qui fait que peut-être, en gros, on pourrait s'attendre à, dans le fond, l'équivalent monétaire d'une mise de fonds de peut-être au moins 15 à 20 % facilement. Okay? Donc, ça, ce sont évidemment des hypothèses qu'on pourrait facilement modifier, mais on voulait avoir un exercice assez général pour se donner un avant-goût du risque de défaut qui pourrait survenir à cause de l'introduction d'une limite à vie dans le programme d'indemnisation. Donc, valeur de la propriété, finalement, on a décidé qu'elle demeurait stable, tout comme, dans le fond, les coûts, donc il n'y a pas d'inflation ni rien. Puis, la seule et unique façon à laquelle, dans le fond, le sinistré peut éponger les pertes futures, c'est à partir, dans le fond, du solde qui est libéré sur l'hypothèque. Donc, sur une hypothèque, par exemple, de 250 000, à travers le temps, le solde va évidemment diminuer, ce qui va libérer une certaine forme de liquidité pour pouvoir rembourser, dans le fond, les coûts futurs. Donc ici, on va définir ce qu'on appelle l'insolvabilité de l'emprunteur au premier moment où les pertes accumulées par un sinistré, dans le fond, au-delà de la limite à vie, vont venir excéder la capacité de réemprunter. Donc ici, ce que ça devient important, ce qu'il faut considérer, c'est que le solde d'une hypothèque décroît avec le temps, puis évidemment, les coûts accumulés augmentent avec le temps. Donc, en fait, ce qui va se produire, c'est que, essentiellement, après une dizaine d'années, lorsque le solde de l'hypothèque est encore assez élevé, donc c'est là que la limite à vie peut être plus dommageable. Donc, si par malchance, par exemple, la limite à vie est franchie rapidement parce qu'on a été malchanceux sur quelques années, on franchit la limite, le solde de l'hypothèque est encore élevé, et essentiellement, donc, il n'y a pas assez d'argent libéré sur l'hypothèque pour pouvoir assumer les coûts en excès de la limite. Okay? Donc, c'est ça ici qu'on a mesuré. On a regardé le solde libéré sur l'hypothèque par rapport au coût dans le fond, des dommages en excès de la limite. Okay? Donc, ici, on a mesuré que, par exemple, juste l'introduction d'une limite à vie, par exemple, pour quelqu'un qui est situé dans une zone de 20 ans, introduit une probabilité d'insolvabilité de 2 % lorsque le bâtiment est de 250 000. Et lorsque le bâtiment est de 500 000, bien évidemment, cette insolvabilité augmente parce que la limite à vie demeure quand même de 100 000. Ce qui fait que les dommages dans le fond, assumés au-delà de cette limite-là, donc, sont évidemment
plus important, même d'un point de vue proportionnel. Pour une propriété à haute exposition, bien évidemment, sans trop de surprise, si les dommages s'accumulent plus rapidement, donc évidemment à cause de la configuration du quartier ou de la maison en soi, donc la probabilité de dépasser le solde libéré par l'hypothèque est excessivement grande. Donc au-delà de, par exemple, 25 %. Donc évidemment, on peut refaire toujours ce genre d'exercice-là en supposant que la personne elle a des liquidités supplémentaires et tout et tout. Donc, clairement, ici, là, la probabilité d'insolvabilité est très variable d'une personne à l'autre, évidemment, en fonction des conditions financières, justement, de chacun des ménages. Ceci dit, là où ça devient quand même excessivement important, c'est cette probabilité ici de franchir la limite et de regarder la perte moyenne en excès de 100 000. Donc, la dernière colonne nous indique réellement, en fait, la quantité de liquidité qu'un individu ou qu'une famille, qu'un ménage doit avoir pour pouvoir éponger les pertes au-delà de 100 000. Okay? Donc, ce n'est pas le genre de calcul qui est si évident non plus à faire, évidemment, pour un citoyen. Puis c'est un petit peu c'était un peu la raison d'être de cet article-là, c'était d'être capable d'établir, en gros, c'est quoi l'obligation financière qu'on doit s'attendre à partir du moment où cette fameuse limite-là ici est franchie. Donc, en fait, ce que ça nous amène à réfléchir, donc il y a une deuxième partie au titre de l'article. Dans le fond, est-ce qu'on se dirige vers un nouveau pacte social? Ben, dans le fond, c'est un petit peu ça. Donc, le programme est explicite. Il encourage, dans le fond, le plus possible à sortir des plaines inondables en ayant des indemnisations de relocalisation ou bien de se protéger contre les inondations. Mais d'un autre côté, il y a aussi le bâton. Donc, cette fameuse limite à vie sur les inondations successives, c'est un transfert de risque qui est quand même important vers les citoyens. Puis évidemment, bien, ça les force peut-être davantage à justement à réfléchir pour pouvoir se protéger ou bien de carrément déplacer la propriété ou bien de se relocaliser, etc. Okay? Cette fameuse limite à vie crée aussi un déficit d'assurance qui est important. En fait, les gens qui sont dans les zones inondables, il n'y en a pas d'assurance privée qui est disponible. Puis, en ayant une limite à vie au-delà de 100 000, bien, ça fait en sorte qu'à partir du moment où dans le fond, le citoyen décide de rester, bien, voici essentiellement ce à quoi le type de risque auquel doit s'attendre d'un point de vue financier. Okay? Donc, ça crée évidemment, donc ce que je dis, ça crée un déficit d'assurance. C'est que, bon, en étant dans une zone 0-20 ans, il n'y a pas d'assurance privée disponible. Et au-delà de 100 000, bien, dans le fond, il n'y a plus d'indemnité supplémentaire pour les inondations successives. Donc, il y a ce déficit qui existe. Ceci dit, ce qui est important aussi d'ajouter, puis qu'on n'a évidemment pas considéré dans le risque d'insolvabilité, donc comme je disais, ce tableau-là, donc évidemment, repose sur un ensemble d'hypothèses quand même importantes. Donc, si on regarde le risque d'insolvabilité, au-delà de ce qu'on libère en termes de liquidité sur une hypothèque, bien, il y a tous les enjeux liés à, dans le fond, les liquidités. Donc, le délai de traitement dans le programme d'aide financière. Donc, évidemment, ça ajoute des pressions importantes sur, dans le fond, les sinistrés qui souvent doivent quitter leur emploi ou bien pour pouvoir juste au moins s'occuper de leur propriété. Donc, perte de revenus. Donc, évidemment, ça crée davantage de stress. Dans le fond, de stress financier. Michael a aussi mentionné, donc, on a beaucoup focusé sur les dommages réels directs, mais il reste aussi des dommages indirects qui sont sous-estimés. Donc, la perte de revenus futurs, par exemple, justement, suite à un stress post-traumatique, une dépression. Donc, ça peut venir jouer énormément aussi dans les semaines et les mois qui viennent après une inondation. Donc, ajouter aussi sur cette fameuse probabilité de défaut, même si c'est le même événement puis que, dans le fond, les coûts ont été épongés. Nous, on a utilisé, encore une fois, une façon un peu simple d'évaluer les coûts. Mais on le sait aussi que dans le programme d'aide financière du gouvernement, donc c'est une indemnisation pour, dans le fond, les dommages jugés un peu plus essentiels ou disons de base, ce qui fait que même au-delà de l'indemnité reçue par le gouvernement, il y a des pertes à chaque inondation aussi en partie assumées par le sinistré. Donc juste ça, ça vient ajouter aussi au stress financier et potentiellement au risque d'insolvabilité. Donc, impact significatif, évidemment, pour les emprunteurs. Donc, essentiellement, on vient d'illustrer à quel point il pourrait avoir une augmentation des défauts de paiement. Donc, pour les banques, la SCHL, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle
l'introduction de cette limite à vie. Puis évidemment, au-delà, évidemment, pour les emprunteurs, ça n'est clairement pas une bonne nouvelle non plus. Donc, au-delà des emprunteurs, donc les institutions financières, il y a un transfert de risque qui est important. Ceci dit, la question se pose aussi, est-ce que éventuellement le gouvernement va aller de l'avant avec ça? Donc, évidemment, les modifications à ce genre de programme sont adoptées par décret. Donc, même si en principe, par exemple, il y a cette limite à vie ou en principe, les gens ne devraient pas devoir se reconstruire dans des zones à risque, bien, il y a encore cette possibilité de le permettre aux sinistrés. Donc, dans le fond, s'il advenait qu'il y avait une inondation quelques mois avant une période électorale, bien, peut-être qu'il y a des enjeux électoraux qui pourraient s'appliquer. Ça fait quand même partie des différentes questions. Au-delà de tout ça, quand on regarde le programme dans sa version d'avril 2019, il y a plusieurs options pour les citoyens et les municipalités, en fait, qui pourraient les soutenir. Des options qui ne sont pas claires, qui sont difficiles à quantifier d'un point de vue financier. Okay? Donc, il y a cette option. Donc, dans le fond, il y a le risque financier qui est lié à la limite à vie, mais il y a l'ensemble des autres options aussi qui sont offertes dans le programme d'aide qui sont quand même importantes à considérer, à modéliser, puis dans le fond, à quantifier en termes de risque financier, parce que ça fait partie des décisions à prendre pour les citoyens, puis dans le fond, d'informer aussi les citoyens par le gouvernement et les municipalités. Donc, ceci dit, ça nous amène à dire que dans le fond, on a un projet en cours, Michael et moi, pour la modélisation du rachat ou dans le fond, du financement d'un programme de rachat de propriétés en zone en haut risque. Donc, ça, on regarde ça d'un côté. On va regarder aussi les différentes options qu'il y a dans le programme d'aide. Donc, à quel point ça peut venir réduire, par exemple, les coûts et augmenter la solvabilité ou bien, disons, réduire les coûts au-delà de la limite à vie si, par exemple, il advenait qu'on protégeait la propriété. Donc, ce genre d'évaluation-là. Quel est l'avenir du partage de risque au Canada? Ben ça, on entend un petit peu moins parler, mais il faut quand même être un petit peu dans le cercle ou être très alerte, dans le fond, dans les médias. Ben, premièrement, le Bureau d'assurance du Canada avait mis en ligne, dans le fond, l'année dernière, juste avant la campagne électorale fédérale, son fameux plan d'action national pour les inondations, qui essentiellement propose la chose suivante, que ben, les gens dans les zones 0-20 ans, c'est pas le marché de l'assurance qui s'en occupe, c'est essentiellement le gouvernement. Donc, avec, dans le fond, soit en étudiant des programmes de rachat ou en finançant des travaux majeurs de protection, le rétrofitting. Dans la zone 20 à 100 ans, là, c'est un peu plus, dans le fond, là, il y aurait, ce qu'ils proposeraient, c'est que, dans le fond, ce soit le marché de l'assurance privée qui s'en occupe et que ce soit accompagné d'un pôle d'assurance où, essentiellement, dans le fond, les assureurs déposent une partie des primes, peut-être même les gouvernements aussi participent à un pot commun pour pouvoir protéger les gens dans la zone 20-100 ans. Puis, dans le fond, au-delà de 100 ans, en termes de zone de récurrence, ben, en fait, ce serait purement un marché privé. Donc, purement une solution privée. L'idée ici du pôle d'assurance est grandement inspirée du système britannique. Ceci dit, c'est pas on importe, dans le fond, ce qui était proposé par le BAC, c'est pas une importation directe là, du flood rate. Mais disons, c'est inspiré de certains éléments en termes de gestion des risques financiers. Ça aussi, ça peut avoir passé sous le radar. Donc, le Parti libéral du Canada, dans sa campagne en 2019, avait parlé d'un programme national d'assurance inondation qui pourrait soit venir suppléer ou bien remplacer les AFCC. J'ai pas plus de détails à ce sujet-là. Ça fait partie d'un ensemble de propositions qui devraient être proposées au ministère de la Sécurité publique au cours des prochains mois. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Donc, ben, au-delà des 5 prochaines minutes, là, dans le fond, on pourrait prendre des différentes questions. Donc, on peut discuter de certaines des hypothèses, puis qu'est-ce qui pourrait être fait dans le projet. Merci Mathieu, merci Michael pour votre présentation. Donc, très intéressante. Je donne maintenant la parole aux participants. Vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez unmute les microphones pour poser des questions. Oui. En fait, on peut peut-être regarder les questions qui sont dans le clavardage. Oui. Est-ce que vous voulez lire la question, Mathieu?
Oui, donc OK. une question de CPRAS. Donc, au Québec, dans les zones 0-20 ans, la réglementation d'urbanisme qui découle de la PPRLPI interdit normalement la reconstruction dans ces zones lorsque les dommages sont plus élevés que 50 % de la valeur et on oblige à la mise en place de mesures d'indemnisation en zone 20-100 ans. Est-ce que cela est pris en compte dans le modèle? J'avais un peu répondu indirectement parce que j'avais vu la question passer pendant que Michael intervenait. La réponse, présentement, ce n'est pas tenu compte, mais c'est quelque chose qui pourrait être tenu compte. Dans le fond, comme j'ai dit, à chaque occurrence, ben, essentiellement, on répète, somme toute naïvement, réparation, reconstruction, pour pouvoir avoir justement une idée de l'ensemble des coûts. Si on voulait être un peu plus près de la PPRLPI, ben, c'est le genre de truc qu'on pourrait appliquer. Donc, on pourrait dire, au premier moment où les dommages sont plus élevés que 50 %, ben, on pourrait modifier la courbe de dommages pour pouvoir tenir compte justement de comment la propriété a été modifiée pour pouvoir justement tenir compte des nouveaux dommages possibles. Oui, puis Mathieu, j'ajouterais simplement que, comme Mathieu l'a dit, ici, c'est le premier jet de notre papier. Notre but, ultimement, c'est d'avoir un programme de recherche où est-ce qu'on ne va pas uniquement analyser en isolé chacun des choix qui est offert par l'indemnisation, le programme d'indemnisation provinciale, mais c'est vraiment de les intégrer les uns avec les autres. Donc, oui, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec le modèle qu'on a construit sans ajouter énormément de complexité. Mais là, pour le premier jet, on avait vraiment besoin d'avoir une idée de base en gardant le nombre de variables sur lesquelles on interagissait au minimum. Exact. Question de Vincent. Existe-t-il une obligation pour le propriétaire d'informer le nouvel acheteur d'inondation qui aurait impacté l'habitation? La réponse ici est oui, le propriétaire se doit d'informer son acheteur, dans le fond, s'il y a eu une inondation historique ou si la propriété est localisée dans une zone inondable réglementée. Si elle est dans une zone inondable réglementée, typiquement, dans le certificat de localisation, ça va être indiqué, le notaire va avoir l'obligation de le vérifier également. Mais c'est quelque chose qui doit être mentionné lors du transfert d'une propriété. Et si jamais il y avait une promesse d'achat qui avait été convenue entre l'acheteur et le vendeur et que l'inondation survient après la signature de la promesse d'achat, mais avant la prise de possession de la propriété, eh bien, il y a des dispositions légales qui permettraient, là, sous certaines conditions, d'annuler la promesse d'achat. Parfait. Merci, Michael. Une question de Karim Chokmani. Quelle est la distribution à partir de laquelle vous tirez vos scénarios aléatoires? Est-ce que la fonction de densité des probabilités correspond à celle des crues dans le secteur? En d'autres termes, votre approche respecte-t-elle les caractéristiques hydrologiques et hydrauliques du site où vous faites les calculs, sinon est-elle applicable n'importe où? En fait, pour faire une réponse courte, Karim, en fait, c'est un cadre qui est théorique. Donc, à partir du moment où on prend une distribution de débit et qu'on la discrétise, on sait très bien, un événement qui survient en moyenne une fois aux 20 ans, ben, c'est quand même un événement qui survient en moyenne une fois aux 20 ans. Donc, quand on prend une distribution de débit, peu importe c'est laquelle, on fait juste c'est comme si on la discrétisait essentiellement. Puis, si on prend le modèle, puis dans le fond, on attribue les probabilités à chacun des événements, bien, essentiellement, si je projette sur 10 000 ans, bien, c'est réellement quelque chose qui survient en moyenne une fois aux 20 ans ou en moyenne une fois aux 100 ans, ou ce genre de truc-là. Donc, c'est vraiment un cadre qui est général. Okay? Pour ce qui est des dommages, bien, en fait, un peu la même réponse, c'est dans un cadre qui est général. Donc, c'est un petit peu arbitraire. Dans le fond, c'est les matrices de coûts qui sont déterminées juste ici. Dans le fond, ce qui fait en sorte que, juste pour avoir une idée des dommages, ben, on fait juste se dire, ben, en fonction de la sévérité de l'inondation, voici en gros comment devraient augmenter les dommages. Okay? Fait que c'est une espèce d'abstraction de ce que devrait être une étude complète, hydrologique, hydraulique, c'est-à-dire que, dans le fond, on a un point, un segment de rivière, donc on aurait une distribution de débit auquel on peut bien comprendre, dans le fond, la récurrence de certains niveaux de débit. Puis à partir de ça, ben, à partir de cartes d'inondation, on détermine les profondeurs de submersion pour vraiment déterminer les dommages et tout. Ça, ben, c'est pas le genre de truc qu'on a fait dans cette étude-là parce que ça serait essentiel, ça nous demanderait de choisir, par exemple, un segment, un quartier très précis, alors que ce qu'on a fait, c'est un cadre qui est général. Dans le fond, à partir du moment où on voudrait l'appliquer, ben, il suffit d'avoir justement des cartes d'inondation avec des périodes de retour et des profondeurs de submersion. On pourrait carrément l'appliquer
ce genre de projection-là. Puis c'est un petit peu l'idée, dans le fond, de ce qu'on veut faire aussi dans les prochaines études, c'est-à-dire avoir un cadre général, puis un exemple appliqué dans lequel on applique des résultats concrets à une ville ou à un quartier. Chose à ajouter, Michael? Non, je pense que c'était assez clair, Mathieu. Par contre, évidemment, s'il y a des questions complémentaires, là, ça va faire plaisir de renchérir. Oui, exact. Donc, question de Mélanie Lauzon. Ces scénarios surviennent-ils hypothétiquement après la première inondation ou le premier 200 000 et le facteur de deuxième inondation ont-ils été incorporés dans les calculs? Ça, on en a parlé précédemment. C'est vraiment comme, voici ce à quoi on devrait faire face dès qu'on a une première inondation qui a été indemnisée. Okay? Donc, le premier 200 000 a été versé. Donc, c'est dans le fond, c'est comme si on regardait pour un sinistré de 2019 qui a déjà eu sa première indemnisation. Voici ce à quoi on fait face comme risque pour les inondations qui surviendraient hypothétiquement après la première inondation. C'est Perrance, merci pour vos réponses. Je pense en effet qu'il serait pertinent de tenir compte des règles d'urbanisme qui s'appliquent en zone inondable, car dans bien des cas, elles font en sorte que les propriétaires n'ont pas vraiment le choix de reconstruire, mais sont plutôt obligés de quitter la zone. Donc, merci C. Perras pour le commentaire, mais en effet, c'est, comme j'ai dit, c'est une approche générale, puis à partir du moment où on a un moteur de calcul, c'est le genre de truc qu'on peut ajouter par la suite. Charles-Antoine Gosselin, si je comprends bien, l'option de rachat des propriétés qui est aussi comprise dans le programme va parallèlement sortir des bâtiments les plus à risque d'insolvabilité. Si oui, est-ce qu'à long terme, on aurait un risque global d'insolvabilité qui s'améliorerait dans la zone inondable en raison du rachat des actifs plus problématiques? Charles-Antoine, donc ce qu'on a analysé, c'est vraiment à l'échelle d'une seule propriété très, très hypothétique. Donc, si on voulait regarder un ensemble de quartiers, en effet, on pourrait faire ce genre d'études-là pour voir à quel point ça peut avoir un effet sur la solvabilité ou l'insolvabilité des citoyens qui habitent un quartier. Puis, dans le fond, l'option de rachat peut être analysée dans ce genre de cadre-là également. Michael, as-tu quelque chose à ajouter? Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement. Si je suis en train de... je rajouterais tout simplement que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va regarder dans un prochain temps, dans la prochaine année. C'est un de nos programmes actifs de recherche là, pour lequel on travaille activement. Avec la pandémie, ça nous laisse un petit peu moins de temps, donc on avance un petit peu moins vite que prévu. C'est sûr que d'entrée de jeu, si on enlève les actifs situés dans les zones les plus risquées, oui, on s'entend que le risque d'insolvabilité qui est plus grand pour ces propriétés-là, de facto, risque de diminuer. Mais comme Cepera le disait dans sa question, il y a plusieurs propriétés qu'une fois qu'elles sont sinistrées, de toute façon, le propriétaire n'a pas le choix de reconstruire, de quitter les lieux, de relocaliser sa propriété. Donc, c'est de regarder le tout de façon intégrée là, et non pas en isolé qui devient particulièrement intéressant ici. Pour ce qui est du risque global d'insolvabilité, quand on parle de global, il faut toujours faire attention, il y a un aspect de contagion ici qui est important. De mon point de vue, là, par des formations professionnelles, c'est sûr que je pense tout de suite aux intermédiaires financiers, aux banques et aux autres institutions financières qui ont des prêts hypothécaires, qui ont octroyé des prêts hypothécaires. Et la question me donne peut-être l'opportunité de parler d'une nouvelle étude là, qui est en prépublication aux États-Unis, qui ont vraiment regardé qu'est-ce qu'il y en est des prêts hypothécaires qui sont détenus par les banques. Et qu'est-ce qui était particulièrement intéressant, c'est que depuis quelques années, dans les années ou les mois qui suivent des grandes inondations sur des territoires importants, on voit vraiment que les banques locales se départissent des prêts hypothécaires qu'elles possèdent dans les zones jugées plus à risque d'inondation, en les titrisant, dans le fond, en passant par les agences, les GSE qu'on appelle aux États-Unis, Fannie Mae, Freddie Mac. Donc, les banques se départissent de ce risque-là. Et ça, c'est un indicateur que les institutions financières aux États-Unis perçoivent qu'il y a un certain risque de défaut associés aux inondations. Or, quand on recule un petit peu plus loin dans la littérature, dans les années 80-90, c'est exactement le contraire qu'on constatait. Même après les inondations majeures, les chercheurs n'avaient pas répertorié aucun risque systématique sur les finances des institutions financières. Donc, ça donne un argument de plus de pourquoi c'est important d'observer cette dynamique-là au Canada présentement. Donc, on a encore une question, j'imagine. Je peux y aller, Mathieu. Tous les calculs ont été faits avec une hypothèse d'hypothèque prise en 2019, donc à valeur de 250 000 $. Avez-vous fait des calculs de solvabilité avec des hypothèques plus près de la réalité?
comme 125 000 restants ou de 0 maison complètement payée. Je ne sais pas, Mathieu, si tu voulais répondre à cette question-ci, mais de facto, non. Dans notre simulation de nos intrants, c'est une valeur de propriété de 250 000 On n'a pas pris d'hypothèque qui valait moins que 80 de la valeur de la propriété. Donc, on a commencé avec certaines hypothèses où est-ce que l'hypothèque, c'était 80 de la propriété. Suite à ça, on a tout simplement passé à la valeur du bâtiment avec une hypothèque qui équivalait à la valeur du bâtiment et on ne considérait plus du tout le terrain. Ici, dans le fond, la prémisse derrière notre réflexion, c'est que c'est ces propriétés-là qui vont avoir pour lesquelles on a une façon de modéliser la valeur nette ou plutôt la capacité d'emprunt. Pour les autres ménages qui ont une hypothèque qui est en deçà du 80 ou qui correspond à autre chose que la pleine valeur du bâtiment, on n'aurait aucune métrique au sens large qui nous permettrait d'identifier quel est, dans le fond, l'argent que la personne pourrait aller chercher auprès d'une institution financière pour payer les travaux. Donc, on n'aurait pas de valeur pour le risque d'insolvabilité. Il faut comprendre que nous, on définit le risque d'insolvabilité comme étant le différentiel entre l'actif et le passif. Et en l'absence d'hypothèque, par exemple une hypothèque de 0, on n'aurait pas de passif, donc aucun risque d'insolvabilité. Donc, c'était plus pour une question technique d'interprétation qu'on jugeait plus simple de commencer avec un 250 000 $. Mais aussi dans la réalité, la grande majorité des ménages, et je suis conscient que ce n'est pas tous les ménages, vont emprunter très près de la capacité d'emprunt qu'ils possèdent. Donc, les ménages qui ont 200 000 de capacité d'emprunt vont généralement, toutes choses étant égales par ailleurs, avoir des emprunts très près du 200 000 $ qu'ils sont capables d'aller chercher. Puis, pour compléter la réponse, si Michael, je ramène à l'acétate 20 parce que justement, l'acétate 20, c'est un calcul qui fait complètement abstraction de nos économies, des économies personnelles, la structure de l'hypothèque, du capital sur l'hypothèque. Au-delà de tout ça, ce que j'aime de l'acétate 20, c'est que ça dit essentiellement, voici la probabilité à quelque part sur 25 ans. Okay? Donc, ça peut être dans la 24e, la 25e année, tout comme ça peut arriver dans la 12e année. Voici la probabilité qu'éventuellement, on franchisse la limite de 100 000. Et lorsqu'on franchit cette limite, en moyenne, combien on doit sortir d'argent de ses poches. Si une famille, un ménage n'a pas au moins le montant d'argent en moyenne pour couvrir l'excès de 100 000, peu importe c'est quoi le solde libéré sur l'hypothèque, peu importe c'est quoi les économies personnelles, ben, il va avoir, éventuellement, il va avoir des impacts importants là, sur le ménage. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas le même type d'insolvabilité que lorsqu'on en a une, évidemment, mais ceci dit, ça fait en sorte que c'est des liquidités, c'est de l'argent supplémentaire qu'il faut aller chercher pour pouvoir réparer. Donc, évidemment, c'est soit qu'on pourrait potentiellement le perdre sur la valeur de l'actif lors de la revente et tout. Donc, c'est pas... évidemment, chaque ménage a ses situations bien particulières. C'est pour ça que l'acétate 21, on met un peu nos gants blancs là, dans le choix des hypothèses parce que c'est très subjectif comme choix d'hypothèse. Mais pour moi, l'acétate 20 parle énormément. Peut-être qu'on pourrait ajouter justement plus de chiffres là, sur la distribution de ce qu'on doit s'attendre à payer au-delà de 100 000. Mais quand je vous dis qu'en moyenne, une fois qu'on a dépassé 100 000, il faut sortir 72 000 $. Ça peut être plus ou ça peut être moins. Ça peut quand même être douloureux. Là. Donc, cette acétate-là, elle est sans égard à nos économies. C'est vraiment juste le processus d'accumulation des pertes à travers le temps.